Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau coup d'œil du jour qui fait suite à la fin du débat parlementaire sur les retraites à l'Assemblée nationale. Et donc il est l'heure de tirer le bilan. And the winner is suspense, pas tant que ça en réalité. Vous allez le voir parce que si on regarde le champ politique, eh bien il apparaît plus que jamais atomisé à la sortie de ce débat parlementaire. Au lendemain de la fin du débat parlementaire, Éric Ciotti, le président de LR, a démis de ses fonctions Aurélien Pradier, le numéro 2. Autrement dit, M. Macron a réussi son coup, faire imploser la droite. Dans le même temps, à la NUPES, c'est l'explosion généralisée après le coup de semonce par tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a cherché à mettre tout le monde au pas quand il y avait des tentations de retrait massif d'amendements pour atteindre l'article 7 du passage de 62 à 64 ans. Tout cela a été très mal pris à la fois par les socialistes, par les Verts, mais par les communistes et également par certains insoumis puisqu'on nous dit qu'une majorité s'est jouée dans le groupe insoumis à une voix près, et ce qui conduit même à des déclarations d'une députée insoumise, par exemple, qui demande à ce que Mélenchon arrête et leur foute la paix selon ses propos. Ça conduit à ce qu'au lendemain de la fin du débat parlementaire, Jean-Luc Mélenchon soit invectivé directement par David Cormand, qui parle de lui en termes peu amènes, parlant d'unitaire en peau de lapin. Bon, toujours est-il que la NUPES elle-même a explosé, et au sein de la NUPES, le groupe LFI est plus que jamais disloqué. On l'a vu encore avec le double meeting qui s'est tenu à la veille de la fin du débat parlementaire, entre d'un côté Jean-Luc Mélenchon à Montpellier, et puis de l'autre ceux qu'on qualifie aujourd'hui de frondeurs, peut-être de pacotille aussi, un petit peu comme l'étaient les frondeurs du Parti Socialiste, qui eux tenaient meeting à Bobigny. Dans le même temps, le Rassemblement National, lui, avait les moyens sans doute de capitaliser devant ce chaos des autres oppositions. Il n'en a rien été. Ils ont déposé une motion de censure, tactiquement plutôt pas mal jouée, sauf qu'elle a été déposée de telle sorte que la discussion ne pouvait avoir lieu qu'après la fin du débat parlementaire et qu'elle a donné à voir que le RN était toujours aussi isolé puisque personne ne l'a voté. Et donc, si le RN peut-être progresse dans l'opinion, c'est l'un des possibilités, l'un des risques qu'il y a avec la nature du débat parlementaire tel que nous l'avons connu ces derniers jours. En tout cas, il n'arrive pas à prendre plus de position dans le champ institutionnel. Vous avez donc compris, and the winner is bien évidemment M. Macron, qui en menant les débats de cette manière, en ayant choisi un cadre et un calendrier contraints, à la fois avec cette butée au 17 février qui correspond à la date des vacances scolaires de la zone parisienne et des journalistes, qui correspond aussi à la date de la fin de la session parlementaire, a réussi à contraindre tout le monde et à faire en sorte qu'il demeure le maître des horloges. La stratégie, la seule qui a été donnée à voir, a été celle de la NUPES et notamment de la France Insoumise, avec l'obstruction parlementaire qui était assumée en tant que telle, mais même celle-ci n'a pas résisté à l'épreuve. Si elle voulait, elle aussi, permettre de reprendre la main sur le calendrier, dans les faits, on a vu non seulement que ce n'était pas le cas, ça ne peut pas être le cas de toute façon avec la monarchie présidentielle et les institutions de la Ve République, hein, c'est toujours l'exécutif qui a la main, qu'on le veuille ou non, on peut le déplorer, je le déplore, mais c'est comme ça. Mais surtout, c'est apparu une stratégie à courte vue, puisqu'on a vu que plusieurs ont changé leur fusil d'épaule en cours de route, ce qui a rendu cela totalement illisible. Il faut dire que cette stratégie d'obstruction parlementaire, qui visait à gagner aussi du temps, était incompatible avec la stratégie telle qu'elle est menée dans la rue. Les syndicats ont aussi eu un différé permanent, vous vous souvenez de cette grève qui a commencé, la première grosse journée de mobilisation le 19 janvier, 12 jours plus tard, le 31 janvier la deuxième, il a fallu attendre encore une semaine, et ensuite le 16 février sur lequel les syndicats sont passés, ce qui a conduit à un échec de cette journée du 16 février, puisque les syndicats se projettent déjà sur le 7 mars, syndicats et politiques d'ailleurs. Bon, tout ça fait que la seule stratégie syndicale, c'est de dire attention, attention, si on ne se retient pas, on va faire un malheur. Mais bon, à force de jouer de l'arme de la dissuasion, écoutez, ça ne marche qu'une seule fois, et aujourd'hui tout le monde a compris que les syndicats aujourd'hui ont un pistolet à bouchon dans les mains. Donc on voit bien que la stratégie parlementaire n'était pas compatible avec la stratégie syndicale qui visait à corseter d'une certaine manière le débordement populaire tel qu'il a pu s'exprimer dès le 19 janvier. Et c'est très tôt
dans la session parlementaire et qu'il aurait fallu mettre la pression sur les députés de droite et sur certains macronistes, car plus la butée leur semblait loin et plus cela aurait pu à un moment donné tomber du cheval et envisager de ne pas voter le texte. C'était une possibilité au départ, on l'a d'ailleurs vu sur l'examen de l'article 2 où le gouvernement a été mis en minorité, mais plus on se rapprochait de l'échéance et plus c'était facile pour ces parlementaires finalement de se dire bah, c'est plus qu'un mauvais moment à passer, nous sommes presque arrivés au bout, on peut tenir bon et tenir droit. Et de ce point de vue, vu que rien n'a été entrepris en ce sens dans la démarche syndicale, vu qu'il n'y a pas eu de grève reconductible, renouvelable, qui a été proposée, qu'on est resté sur des journées saute-mouton comme en 2010 qui avait conduit à un échec tragique du mouvement social, eh bien les députés ont pu aller tranquillement, les députés de droite et macronistes ont pu finalement rester plus ou moins droits dans leurs bottes et se féliciter de ce qui se passait. Et de ce point de vue, Jean-Luc Mélenchon, il faut le dire, a raison de dire que si on avait été au vote sur l'article 7, nous y aurions été à froid. Et à froid, il est clair que l'article serait très certainement passé et que les représentants dans la Chambre et à l'Assemblée nationale du mouvement social aurait été battu. Bref, tout ça pour dire qu'on a eu une session parlementaire qui a été conduite en dépit du bon sens, que cette défaite à l'Assemblée nationale, parce que c'en est une, permet à M. Macron de sortir renforcé. Non seulement il a divisé les autres forces, mais il faut le dire, elles se sont divisées elles-mêmes. Il n'a besoin d'une certaine manière, il n'a pas à agir, il n'a qu'à simplement à poser le cadre et les uns les autres sautent à la corde dans celui-ci. Voilà. Le dernier aspect, c'est que par contre, la forme représentative elle-même, la forme démocratique telle que nous la connaissons elle-même, continue à s'affaisser. Le débat tel que nous l'avons vu, avec ces coups d'éclat, mais assez grotesques, le coup du ballon de M. Porte, les mots d'Aurélien Saint-Toul qualifiant le ministre d'assassin, ces députés de la majorité qui viennent derrière faire des parallèles odieux et honteux avec Samuel Paty. Bref, les uns, les autres, tout ce que nous avons connu continue à affaisser le niveau du débat parlementaire. Il faut en tirer plusieurs conséquences. La première, c'est qu'il y avait besoin d'un grand coup de balai à l'Assemblée nationale et dans la représentation. Grand coup de balai, il y a eu, mais ce grand coup de balai n'a pas permis d'apporter dans la représentation des talents et des gens qui sont capables de porter la contradiction, le débat argumenté, qui ont pu forger une forme d'expérience dans les assemblées locales, communales, départementales, régionales. Et on a simplement des gens qui sont là dans la génération Twitter et dont les passages à l'écran ou au micro à l'Assemblée nationale n'ont jamais pour but que de faire des capsules qui seront diffusées sur les réseaux sociaux et qui leur permettront d'augmenter leur nombre de followers. C'est la démocratie Twitter. Être élu aujourd'hui n'est pas le fruit d'une assise qui pourrait se construire sur les réseaux sociaux, c'est au contraire le fait d'être élu qui permet ensuite de développer ses propres réseaux sociaux et ceux qui les suivent. Ça aussi, c'est terriblement tragique. Le dernier aspect que je voulais évoquer sur la forme, c'est que si on y réfléchit un petit peu, eh bien, une erreur a été commise il y a bien longtemps. Certains, dont je suis, avaient proposé de créer une forme de dichotomie entre les représentants dans les institutions et les représentants du mouvement. Autrement dit, que ce ne soient pas les mêmes personnes. Car une fois que la séquence destituante que nous avons connue jusqu'à 2017 s'est en partie achevée, il y a une branche reconstituante qui a commencé à se mettre en place. Cela voulait dire que, à la fois dans les institutions, il y avait besoin de personnes qui portent une parole radicale, mais de manière apaisée et conforme à ce qu'est le champ institutionnel, et de l'autre des représentants dans le mouvement, à l'époque la France Insoumise, mais d'autres sans doute aussi, des représentants du mouvement qui eux n'avaient pas vocation à être élus et qui eux auraient pu incarner une forme de radicalité avec un discours qui aurait pu être beaucoup plus transgressif. Aujourd'hui, qu'a-t-on vu avec cette séquence à l'Assemblée nationale? C'est que cette transgression s'impose dans les institutions. Autrement dit, elle légitime le blocage des institutions et permet à la majorité de monsieur Macron de renvoyer vers les extrêmes ceux qui se conduisent de la sorte dans le champ institutionnel. Et ça ne permet pas, dans le même temps, de prendre pied non plus dans le mouvement populaire, puisque ceux qui pourraient saisir ce débordement populaire pour chevaucher la vague sont, qu'ils le veuillent ou non, désormais rattachés à un champ institutionnel qui, lui, est en période d'effondrement.
Voilà quelques premières leçons et quelques premiers enseignements de ce passage à l'Assemblée nationale. Bien sûr, il ne clôt pas le débat et la séquence, mais il faut dire que celle-ci est fort mal engagée. Là, le passage au Sénat va permettre au gouvernement et à LR de construire du consensus et de le véhiculer dans l'opinion. Il y aura bien sûr la butée ensuite du 7 mars, mais présentée telle qu'elle est celle-ci ne sera pas encore qu'un coup d'épée dans l'eau en étant simplement qu'une date sans perspective de prolongement? On peut se le demander, puisque depuis 2 mois, nous attendons Godot et nous attendons le moment où enfin la mobilisation populaire va pouvoir s'incarner et se traduire par une forme de radicalité nécessaire, en assumant ce qu'elle doit être aujourd'hui, c'est-à-dire de bloquer l'appareil productif du pays et plus simplement d'être une grève indolore et invisible comme nous avons trop pris l'habitude. Voilà, de cela nous reparlerons très prochainement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à retrouver tout ça sur mon blog www.cocq.wordpress.com. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!